47 fois la superficie de la France. Le plus vaste de tous les déserts du monde. Il est composé du Groenland, du Grand Nord canadien, de l'Alaska et de la Sibérie. Et il est, pendant 8 mois de l'année, recouvert d'une même formidable chape de glace. C'est un autre monde, de froid, de blanc, de vide. Un monde figé dans une nuit qui dure 4 mois en hiver. Un monde plein de lumière pendant plus de 100 jours en été. 100 jours pendant lesquels le soleil ne se couche jamais. Mais le désert blanc, c'est aussi un océan. L'océan glacial arctique, recouvert en grande partie par une banquise qui ne fond pas et craque sous la formidable pression des marées. C'est un désert sans fin dans lequel le blanc efface toute frontière entre mer et terre. Ils sont aujourd'hui 74 000 à vivre dans le grand désert canadien. 74 000 personnes qui occupent 40% de la superficie du Canada, l'équivalent de 4 fois les îles britanniques. La majorité de cette population est autochtone, indienne, métisse et surtout esquimaude. Aujourd'hui, pourtant, on ne dit plus esquimau, mais inuit, ce qui signifie homme dans leur langue, l'inuktitut. Ils ne sont plus nomades et vivent regroupés dans des villages modernes, récents, construits par le gouvernement canadien. Tous ces villages, 70 environ, de 200 à 800 personnes chacun, sont situés au contact de la mer et de la terre. Car c'est de la mer que vient la vie. Depuis 5000 ans, c'est toujours la mer qui, le plus sûrement, a apporté nourriture et habits aux Inuits. Aujourd'hui, tous ces villages se ressemblent. Tous ont au moins une école. Les professeurs sont en grande majorité des Blancs et l'enseignement se fait obligatoirement en anglais, sauf au Québec, où l'on favorise le plus possible un enseignement en inuktitut. Chaque village a une poste, une banque, une ou plusieurs églises, un détachement de la gendarmerie royale du Canada, un chasse-neige, un camion-citerne qui livre l'huile à chauffage dans les maisons, un bulldozer, quelques bateaux et les bureaux administratifs de la communauté. Chaque village a une coopérative. On y confectionne des vêtements à la mode esquimaude. On y travaille les peaux, les fourrures, le duvet. On y sculpte aussi la pierre. On y dessine et produit des gravures sur stéatite. La plupart des coopératives ont ouvert des petits magasins, souvent voisins des comptoirs de la puissante compagnie de la baie d'Hudson. Ici, on vend tout. L'utile voisine avec l'inutile. Fondée en 1668, cette compagnie anglaise s'était spécialisée dans le commerce des fourrures avec les Indiens du Sud. En 1821, la compagnie fusionne avec sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest. Un formidable monopole commercial qui s'étendait du Pacifique au Labrador était né. Aujourd'hui, la compagnie est toujours là. Ces images ont été tournées en 1980. Elles sont exceptionnelles, car rarissimes. Ces choses-là ne se font plus. Angnatuk Nasak et son fils partent pour plusieurs jours. 285 kilomètres à parcourir
avant d'atteindre le village voisin. Température, moins 32. Ils sont là-bas. Survivre ici, c'est posséder toute la difficile technique du traîneau à chien. C'est savoir mener les bêtes à la voie. Survivre ici, c'est savoir s'orienter. Pas quand le ciel est bleu, mais dans le blizzard, dans le brouillard qui peut survenir à tout moment. Survivre ici, c'est savoir prévoir. Ne pas compter sur la mer et ses poissons qui sont trop loin. Ne jamais compter sur le hasard qui mettra ou ne mettra jamais à portée de fusil un quelconque animal. Survivre ici, c'est ne pas se presser. Savoir reposer les chiens. Prendre le temps de construire son abri, de le finir avant que la température n'atteigne moins 40 degrés. Chaque geste est économe. La technique, parfaite. Aujourd'hui, les Inuits ne dorment plus dans les igloos. Ils descendent à l'hôtel quand ils voyagent. Ils n'utilisent plus les chiens et se déplacent en motoneige. Et aujourd'hui, dans tous les villages, on entend parler d'Inuits morts de froid, d'Inuits jamais revenus de la chasse, d'Inuits mystérieusement disparus. Il y a 20 ans, ces accidents étaient impensables. Il lui aura fallu 95 minutes avant de pouvoir placer le dernier bloc de glace, la cheminée. Lorsque le soleil aura disparu, Angnatuk Nasak et son fils seront à l'abri. Des pots ont été étendus par terre. Sur un petit réchaud Coleman, une casserole pleine de neige, du thé pour tout à l'heure. Secoue tes bottes, dit le père. Tu ne dois pas avoir de neige sur toi. La chaleur de ton corps la ferait fondre pendant ton sommeil, tu serais mouillé et tout aussitôt aurais froid. À l'intérieur de l'igloo, la température monte toujours, plus 3 degrés. Il y a 44 degrés de différence avec l'extérieur. Nous sommes en 1909. Une équipe est en train de tenter un fabuleux exploit, atteindre le pôle Nord. Robert Peary, un Américain, est l'âme de l'expédition. 4 Inuits et son serviteur depuis toujours, un noir, Matthew Henson, l'accompagnent. Depuis 39 jours, il marche. Il y a là 19 traîneaux, 180 chiens et d'autres hommes, le groupe de soutien. Aujourd'hui, 1er avril, l'équipe se sépare. Les 40 meilleurs chiens, 5 traîneaux et 6 hommes s'éloignent. C'est la dernière étape. Il leur reste 213 kilomètres à parcourir. Le 5 avril, Peary et ses hommes ont réussi à parcourir jusqu'à 48 kilomètres à pied en 12 heures. Il fait ses relevés, calcule.
Jamais personne n'est monté aussi haut. Le pôle est en vue. Mais, écrira-t-il, je suis trop épuisé pour faire les derniers pas. Malgré ses 53 ans, une amputation de 7 orteils, souvenir d'une expédition précédente, Peary marche encore. Prodige d'obstination et de courage, le 6 avril, il s'arrête enfin, mesure encore. C'est ici. Les points cardinaux n'existent plus. Si les vainqueurs font un pas, ce sera un pas vers le sud. 90 degrés latitude nord, pôle nord. 6 avril 1909. J'ai hissé aujourd'hui le drapeau des États-Unis d'Amérique à cet endroit qui, d'après mes observations, indique que nous sommes sur l'axe polaire nord de la Terre. J'ai officiellement pris possession de ces territoires au nom du président des États-Unis d'Amérique. Écoutez bien cet étrange récit, l'un des plus étonnants de la grande histoire de l'Arctique. Cela se passait il y a un peu plus de 100 ans à Londres, un 31 juillet de l'année 1880. Sa très excellente majesté, la reine Victoria, venait d'apposer sa signature et son sceau sur un document apparemment sans grande importance et très vague. Pourtant, avec cette signature, la jeune confédération canadienne recevait sans le savoir le cadeau le plus extraordinaire qui soit, près du quart de toute l'Amérique du Nord. Îles, archipels, territoires du Grand Nord, toutes ces terres, à l'exception de Terre-Neuve, devenaient canadiennes. La Grande-Bretagne, d'un trait de plume, se débarrassait de la totalité de cette immensité glacée, de ces territoires inconnus, désertiques, de ce lointain pays si difficile à administrer et surtout si coûteux pour la couronne. Mais l'Angleterre poursuivait un but, empêcher définitivement les États-Unis d'Amérique d'annexer ces territoires inexplorés. Car à Londres, on n'avait pas oublié que 13 ans plus tôt, les Russes avaient vendu pour 700 000 $ l'Alaska aux Américains. Alors, pour les Canadiens commence une période héroïque. Tous les ans, au printemps, quelques bateaux prennent la mer et montent vers le nord, le Grand Nord. Leur mission, ravitailler les avant-postes canadiens disséminés dans l'archipel arctique. Car à tout prix, il faut affirmer la souveraineté du Canada sur ces terres et empêcher toute contestation pouvant venir des États-Unis ou des puissances maritimes européennes. C'est pourquoi, quelques mois après la victoire de Peary, le 1er juillet 1909, le capitaine Joseph Bernier prend possession des terres et des îles de l'océan Arctique au nom du Canada. L'histoire se faisait donc jour après jour, et il en fut ainsi pendant plus de 30 ans. Chaque été, en levant l'ancre, ces bateaux laissaient derrière eux, pour un an dans un total isolement, 2 hommes, parfois plus. Les hommes de la Gendarmerie royale du Canada. Puis un jour, le grand désert blanc fut à la portée de tous les hommes. Puis un jour, le grand désert blanc fut envahi par des milliers de petites machines qui, tout à coup, bouleversèrent le monde des autochtones, le monde des Inuits. Et les Inuits parlèrent. Vous, les Blancs, vous voyagez dans la Lune et la distance est grande, très grande. Nous avons fait un voyage plus grand encore et plus rapide encore. Nous sommes nés à l'époque de l'arc et de la flèche. Et maintenant nous sommes tombés dans l'âge atomique en l'espace d'une demi-vie humaine. Effectivement, très vite, ingénieurs et chercheurs
Hydrographes et météorologues, géologues et spécialistes en communication se mirent à fouiller le désert blanc, évaluant ses richesses, ses difficultés, ses dangers. Tout à coup, Russes et Américains prirent conscience qu'ils étaient face à face, que la route aérienne la plus courte pour s'atteindre passait par l'Arctique. Alors, un formidable arsenal militaire grandit autour du désert blanc. Ce fut Mourmansk pour les Soviétiques, Point Barrow en Alaska pour les Américains. Entre les deux, l'océan Arctique, qui, dès 1958, sous le couvert de la banquise, devient la zone privilégiée des sous-marins à propulsion nucléaire. Du côté canadien, quelques bases militaires, mais pas d'arsenal. Pourtant, avec une centaine de personnes et un équipement très sophistiqué, Alert est la base la plus au nord qui soit au monde. À Alert, on est plus près de Moscou que d'Ottawa, de 600 km. Good evening. This is Eddie at the mic with music you like coming to you on the air of radio station Nanisivik FM. 106.1. Nanisivik, c'est bien autre chose. C'est la ville minière la plus nordique du monde. Montréal est à 3200 km. La température moyenne annuelle est de moins 14 degrés. L'année dernière, en février, pendant près de 3 semaines, le thermomètre était bloqué entre moins 45 et moins 53 degrés Celsius. Sur 350 personnes qui habitent Nanisivik, 207 travaillent à la mine ou pour la mine. Nous avons suivi d'un peu plus près la vie d'un habitant de Nanisivik, Jean-Claude Filion. Jean-Claude travaille 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Il ne travaille que sous terre, dans une température invariable, moins 12 degrés. Car ici, le sol est gelé en permanence jusqu'à 550 mètres de profondeur. Tous les jours, on sort de la mine 135 tonnes de plomb concentré, 618 tonnes de zinc concentré. Le minerai est évacué sur d'énormes minéraliers qui ne peuvent atteindre Nanisivik qu'entre le 10 août et le 15 septembre. Jean-Claude, 34 ans, est marié et père de 5 enfants. Il habite Montréal, mais n'est pas redescendu dans le sud depuis 4 mois. À Nanisivik, il est venu rejoindre son frère, son beau-frère, son neveu. Tous sont montés dans l'Arctique pour des motivations financières. Il gagne ici 40 000 $ par an, soit près de 13 000 francs par mois. Il habite une de ces petites maisons préfabriquées de Nanisivik en compagnie de son frère et partage son emploi du temps entre la mine et sa maison. Sa femme et ses enfants sont à Montréal. Tous les samedis, il leur téléphone, car à Nanisivik, il y a le téléphone et la télévision via le satellite Anik. En octobre, les jours ne sont plus des jours. Dans un éclairage blafard et inquiétant, les habitants du désert blanc se préparent à la plus longue nuit du monde. Ici, du 10 novembre au 8 février, c'est la nuit. L'obscurité totale avec le blizzard, le froid. Et peut-être bien cette étrange angoisse que l'on retrouve dans les chants de gorge des Inuits. Quand il n'y a plus de jour pour rythmer la vie, il n'y a plus de nuit. Alors, parce qu'il faut bien vivre,
on s'accroche à la routine de la vie, seul point de repère au cœur de l'obscurité. Dans sa petite maison bien chauffée, Angnatuk Nasak se souvient qu'il est né dans un igloo, qu'il a grandi dans des maisons de glace, car à cette époque, sa famille n'était pas sédentarisée. C'était une autre vie dont il ne reste plus que des souvenirs qu'il aimerait peut-être faire partager. Mais au cœur du désert blanc, il y a ceux que rien n'arrête. Les chercheurs, les prospecteurs avec leur armée de techniciens. Ils sont nos nomades des temps modernes et préparent dans la nuit tout ce qu'ils n'auront pas le temps de faire pendant le court été de l'Arctique. Le soir, parfois, il se raconte cette étrange histoire des nuits de l'Arctique. L'histoire d'une femme inuite qui, tout à coup, hurle, arrache ses vêtements et court dans la neige, nue, droit devant elle, comme si elle ne voulait plus s'arrêter. Une bien étrange maladie, le piblocto, sorte de crise d'hystérie sauvage, née d'on ne sait quelle angoisse ancestrale, mais qui disparaît comme elle était venue sans laisser de traces. À Nanisivik, à quelques milliers de kilomètres des prospecteurs, Jean-Claude vit sa seconde nuit polaire. On dort plus longtemps, dit-il, mais on ne sort plus dehors. Les 350 habitants de Nanisivik sont par obligation plus près les uns des autres. Au 3e mois, on n'en peut plus. Ce n'est pas le soleil qui nous manque le plus, mais le vert des arbres, les feuilles. Étrange obsession, on se prend à rêver de gazon frais tondu. 8 mois d'hiver, avant de revivre ce formidable et si court printemps de l'Arctique. C'est au printemps qu'il faut découvrir, à la limite sud du désert blanc, au Québec, le plus grand chantier du monde, le complexe hydroélectrique de la baie James. Car c'est au printemps que tous les chantiers se transforment en fourmilières. Ils sont alors 17 000 à vouloir rattraper ce que l'hiver leur a volé de plus précieux, du temps.
Les travaux sont gigantesques. Le territoire immense, c'est-à-dire la superficie de l'Angleterre. Et l'on construit ici 4 barrages principaux, au pied desquels 4 centrales produiront 68 milliards de kilowattheures. Le plus important de ces barrages s'appelle LG2, abréviation de la Grande Rivière numéro 2. Ceci, c'est l'évacuateur de crue d'LG2. Pour réduire la vitesse de l'eau, on a creusé dans le roc de gigantesques marches qui casseront le courant sur une longueur de 1500 mètres. En 1984, à 137 mètres sous terre, la centrale d'LG2 subviendra aux besoins en électricité d'une ville moderne de 4 millions d'habitants. Partout, les rêves les plus fous sont permis. Et pourtant, dans l'histoire du désert blanc, le mot Klondike, à l'autre extrémité du Canada, est le symbole de la plus formidable désillusion vécue dans le Grand Nord. C'était à la fin du siècle dernier. Des milliers d'hommes avaient pris la route du Nord. Leur but, atteindre le cœur du Klondike, Dawson City, atteindre la vallée du Yukon. Ce n'est plus une migration, c'est la grande ruée des hommes vers l'or, l'or du Klondike. Ils sont les uns derrière les autres. Les plus jeunes poussent les plus vieux, car derrière la montagne, il est là, l'or du Klondike. Les concessions s'arrachent bien sûr à prix d'or, mais, infime pressentiment, se revendent pour rien. Des fortunes se font et se défont en quelques jours. En 1898, Dawson City a 40 000 habitants. Dawson devient la capitale de l'or. Une ville folle où le verre de lait coûte 5 $, un œuf 2 $, une demi-bouteille de champagne 30 $. Et tout cela se déroulait dans un ordre presque parfait, puisqu'à Dawson, le port d'armes était interdit. 10 ans plus tard, tout le monde est reparti. Dawson City n'est plus qu'une ville fantôme. Le directeur général de l'environnement au ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada, le docteur Maurice Ruel, fait le point sur les grandes richesses du désert blanc. La plus grande richesse en ce moment, c'est la richesse minérale, c'est-à-dire une richesse qui est surtout axée, orientée tout spécialement vers l'or, l'argent, le plomb, le zinc, le tungstène et le cuivre. Cette production représente 2,5% de la production minière totale du Canada, 7% de celle des métaux. Parallèlement à cette première richesse, on en note une seconde, soit l'exploitation du pétrole et du gaz. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la quantité que l'on tire actuellement? Disons que c'est assez peu quantitativement. Cela ne représente que 2 à 3% de la production globale canadienne. De l'uranium? En ce qui concerne l'uranium, le potentiel existe. Il y a énormément d'exploration. Approximativement, on peut dire que 60 à 70% de la totalité du budget est en premier lieu consacré aux travaux d'exploration pour l'uranium. Mais la production est nulle en comparaison. Et l'hydroélectricité? Il existe incontestablement un potentiel en matière de ressources hydroélectriques, ressources comparables à celles exploitées à Churchill Falls. Néanmoins, les relevés géodésiques n'ont pas encore été effectués. La prospective en est où? Alors actuellement, nous n'en sommes qu'au stade de préliminaire des travaux d'exploration. On a déployé de très gros efforts au cours des années 70, mais malgré tout, nous n'avons exploré que 4 à 5% du potentiel du Grand Nord. Au nord du cercle arctique, ce n'est pas avant la mi-juillet que la mer est libérée de ses glaces. Pour les Inuits, c'est le temps des grandes chasses qui commence. Il ne faudra pas moins de 30 balles pour tuer chaque animal.
Remorqués jusqu'au rivage, les morses seront dépecés sur le rocher. La viande comestible sera enveloppée et conservée dans la peau de l'animal. 150 à 200 kilos de viande seront alors posés dans des caches recouvertes de rochers, hors d'atteinte des prédateurs. Ces provisions serviront à la communauté entière lorsque la longue nuit de l'Arctique sera revenue. Lentement dépersonnalisés par le contact des Blancs, sacrifiés au nom du progrès technique et de l'éducation, les Inuits des années 80 sont de plus en plus nombreux à vouloir créer un pouvoir inuit, agressif et revendicateur. Ils soutiennent qu'ils possèdent des droits ancestraux sur ces territoires et que ces droits n'ont jamais été abolis. Revendications utopiques? Peut-être pas. En 1973, le juge Albert Malouf ordonnait l'arrêt des travaux hydroélectriques de la baie James. Il invoquait les droits du premier occupant et demandait qu'une entente soit négociée entre le gouvernement et les autochtones. Le jugement fut renversé immédiatement en cour supérieure. Mais il y eut négociation. Puis, en 1975, la signature de la Convention de la baie James. Cette entente, limitée dans l'espace et le temps, ne résolvait pas tous les problèmes. Mais c'était déjà une petite victoire. Une tentative pour que la civilisation et la culture inuite soient sauvées. Aujourd'hui, face au rouleau compresseur qu'est notre société industrielle, ils nous regardent vivre et ils ne sont pas tendres. Nous nous nourrissons des animaux qui, eux, sont nourris par la terre. C'est pourquoi nous sommes bruns. Les Blancs, eux, vivent de l'argent. C'est pourquoi ils sont blancs. Lorsque la neige a disparu sur cette immensité nue et grise, l'on découvre avec stupéfaction le travail de la nature. Les passages du gel au dégel font que chaque pierre, chaque rocher explose, se fond en millefeuilles. L'érosion se manifeste ici avec des forces beaucoup plus puissantes que partout ailleurs dans le monde, même si elles n'agissent qu'en été. Il est anthropologue. Il passe tous ses étés dans l'Arctique en compagnie de sa femme, Marique, archéologue, et de quelques 2 ou 3 assistants. Jean-François Lemouel est fasciné par ces hommes du froid qui, depuis près de 4500 ans, par vagues successives, migraient dans ces îles de l'Arctique. Les sites sont rares, les plus intéressants, pillés. Sur ce site, très récemment pillé lui aussi, il a découvert la structure de 6 maisons permanentes. Pour chacune, il a retrouvé les 2 pièces centrales, les 2 absides et l'entrée en creux. Ces maisons étaient semi-souterraines, très isothermiques. De la toiture, encore aucune trace. L'équipe a mis à jour quelques objets, des lampes en pierre surtout, alimentées par de la graisse de phoque dans laquelle trempait un bout de lichen, la mèche. Jean-François pense que ce groupe devait être prospère, car les familles se sont agrandies. Puis, un jour, elles ont abandonné leur maison. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? De juin à la mi-août, lichen, mousse, graminées et fleurs couvrent d'un tapis continu le maigre sol arctique. C'est la toundra. La croissance basse et compacte des plantes permet de mieux résister à l'assèchement, au vent, à l'érosion.
Sur les terres et les glaces du Grand Nord, les animaux sont en très petit nombre. Loups, renards, ours polaires, caribous, grands lièvres blancs, bœufs musqués, lemmings, sorte de minuscules rongeurs, sont les herbivores et les carnassiers les plus communs. Aucun de ces animaux n'hiberne. Tout d'abord parce que l'hiver est trop long, ensuite parce que les abris libres de gelée sont très rares. Par exemple, l'ours blanc mâle chasse sur la banquise pour sa femelle, qui, sur la terre, passe une partie de l'hiver dans un rempart de neige. Par contre, très peu d'oiseaux passent l'hiver dans le Grand Nord. Au moins 75 espèces viennent chaque été se nicher et se reproduire sur les rivages arctiques. C'est une compétition, les Jeux olympiques des populations autochtones du Grand Nord. Pour les femmes, une médaille à celle qui plumera une oie ou un canard dans le meilleur temps. Pour les hommes, des épreuves de force. Inuits et Indiens du Canada, une fois par an, réunis dans un village. Beaucoup plus qu'une compétition, qu'une rivalité entre villages, c'est une rencontre, un échange, un geste politique. Certains groupes font 3000 km par avion pour assister aux Jeux. Une des grandes épreuves pour les femmes est la préparation d'une peau de phoque. L'épreuve est chronométrée, mais il est très clair pour le jury que celle qui gagne n'est pas la plus rapide, mais la plus habile. La qualité du travail sera longuement examinée, jugée, mesurée. Il y a aussi l'épreuve du thé. Les femmes doivent, en plein vent, allumer un feu, faire bouillir de l'eau et servir le thé à leur chronométreur. L'épreuve reine de la manifestation reste sans conteste le one foot high kick, c'est-à-dire le coup de pied en l'air. L'athlète doit obligatoirement retomber sur un pied, le pied qui a touché la cible. Le champion de la soirée touchera encore le petit poisson. Il est à 2,55 m au-dessus du sol. « 8 août, 11 h du soir, à Holman, à 500 km au nord du cercle arctique. Minuit, 1 h du matin, 2h30 du matin. La nuit n'a jamais existé. Après le 10 août, les premières neiges tombent et les fleurs se raidissent sous l'action du gel. Le désert arctique redevient le grand désert blanc. Ingénieurs et techniciens, explorateurs et chercheurs se replient dans leur camp de base, 3 villes,
Whitehorse au Yukon, Yellowknife et Frobisher Bay dans les territoires du Nord-Ouest. Ils font le point, préparent et déjà planifient les prochaines explorations. Certains sont là par obligation professionnelle, d'autres pour gagner plus d'argent, d'autres encore parce qu'ils sont fous. Fous de ce désert, fous de partir seuls en motoneige dans cette immensité, fous de partir seuls chasser l'ours blanc. Peter a abandonné son traîneau et sa machine en panne. Il a pris son fusil, son réchaud Coleman, une casserole, du thé, des biscuits et une couverture de survie. Être si près de la mort s'il s'arrêtait de marcher. Être sûrement perdu si le blizzard se levait. Mais quelle formidable impression d'être si seul sur cette mer gelée. Et marcher, marcher, et lutter contre cette angoisse tenace, cet affolement, cette panique, cette terrible peur de ne pas arriver. La nuit tombe, et Peter marche vers Frobisher Bay. Les derniers kilomètres, il les fera dans l'allégresse, en hurlant de rire, ivre de joie de se sentir le plus fort. Est-ce qu'il y a un mythe du désert blanc? Il y a en effet un mythe qui paraît être lié au désert blanc du Grand Nord. Tout le monde est persuadé que des ressources énormes sont concentrées dans des lieux géographiques très limités, et enfin qu'il est assez facile d'y accéder. En ce qui concerne la mer de Beaufort, les travaux sont limités à une durée qu'on peut fixer approximativement à 100 jours pour un potentiel annuel de 365 jours. Donc les opérations nous prennent à peu près 4 fois plus de temps que de pareilles opérations d'exploration dans le sud. L'adaptation des modes de transport, des procédés d'exploitation pose de sérieux problèmes. Prenons un exemple. Le forage d'un puits dans la mer de Beaufort, d'un puits de pétrole ou bien du gaz, peut revenir, disons, approximativement à un chiffre global de 30 à 35 millions de dollars. Un puits comparable à celui-ci, qui serait foré dans l'Alberta, pourrait revenir aux environs d'1 million, 1,5 million. Quel est le grand espoir du désert blanc? Le plus gros du potentiel réside, à mon avis, dans les ressources pétrolifères. Probabilité 98 milliards de barils. Ce sont les chiffres officiels de 1975. Et en 81, quelles sont les probabilités? Nous ne sommes pas en mesure d'avancer des chiffres pour l'instant, mais on peut affirmer que le potentiel existe. Il va nous falloir développer de nouvelles technologies, et il va falloir aussi adapter les techniques qu'on utilise pour le moment à certaines opérations dans des conditions très difficiles. Et je suis persuadé que les techniciens en forage seront confrontés à un défi et qu'ils le relèveront, mais c'est un espoir fragile. Ce n'est pas fait, car l'on explore surtout dans la mer de Beaufort, et les glaces sont la terreur des pétroliers. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont ces grandes îles flottantes qui se détachent de l'icefield d'Ellesmere. Elles broient tout sur leur passage. En octobre dernier, on en a repéré une qui mesurait 10 km sur 6 et avait 40 mètres d'épaisseur. On estime qu'elle faisait le tour de l'océan Arctique depuis 70 ans. Les plateformes sur pilotis sont donc ici inutilisables. Il faudra construire des îles artificielles qui serviront de havre pendant la période de production. Ce n'est pas impossible, ça se fait déjà. Mais à quel prix ? Et puis, la question a été posée à la Chambre des communes, si un puits explose, le froid et la glace vont-ils limiter les dégâts ou, au contraire, rendre plus difficile le forage d'un puits latéral? De toute façon, après octobre, le gouvernement canadien n'autorise aucun forage. Autre question, ce pétrole, il faudra bien le transporter, par pipeline ou par pétrolier brise-glace. La mer de Beaufort, ce n'est pas le bout du monde, disent les compagnies. Au contraire, elle se trouve à égale distance de Montréal, Rotterdam et Tokyo. Et ces mêmes compagnies tentèrent alors une incroyable croisière. Le Manhattan, un pétrolier géant renforcé pour la circonstance, fut envoyé dans l'océan glacial arctique.
son mandat, franchir le passage du Nord-Ouest. Parti de Thulé au Groenland, le Manhattan atteindra en 3 semaines Point Barrow, en Alaska. Expérience concluante, peut-être, mais 12 fois, le Manhattan resta prisonnier des glaces, et 12 fois, les 2 brise-glaces qui l'accompagnaient durent le libérer. Finalement, les compagnies pétrolières choisirent de construire un pipeline à travers l'Alaska. Il coûta 9 fois les 900 millions de dollars prévus. Les compagnies regrettèrent de n'avoir pas pris le bateau. Que ce soit en Sibérie, au Groenland, en Alaska ou au Canada, face aux hommes, l'Arctique se défend bien. Mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, on imagine volontiers qu'un jour le désert blanc sera vaincu. Tout est une question de temps. Et pour le prouver, l'homme parfois tente des actes gratuits, exceptionnels, pour bien montrer qu'il est le plus fort. Regardez bien ces images. 68 ans après Péry, ces hommes atterrissent au pôle Nord. Le matériel de survie suit derrière. Ici, au centre du monde, là où les heures n'existent plus, là où les points cardinaux n'existent plus, ces hommes, qui resteront dans l'histoire de l'Arctique d'illustres inconnus, ces hommes, en souriant derrière leur masque, vont blesser le désert blanc en plantant sous la calotte glaciaire, au pôle Nord, un petit drapeau inoffensif et bientôt complètement figé par le froid.